Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle série du jeu Philo défi qui est donc aujourd'hui dédiée au philosophe Bergson. Donc Stéphane Marciro est là pour nous présenter cette partie du jeu et donc je te laisse la parole Stéphane et bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. J'en profite pour exprimer tous mes remerciements pour l'équipe Canopée et j'ai une pensée toute particulière pour Flavien qui est décédé donc la semaine dernière et qui a accompagné les premières émissions, les premiers enregistrements que nous avons fait autour de Philo Défi et qui a toujours été très encourageant et très motivé pour cette expérience. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de présenter Bergson. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Stéphane Marciro, je suis professeur de philosophie. J'enseigne à Poitiers dans un lycée. Alors, ça fait 25 ans que j'enseigne en lycée. J'ai eu l'occasion d'enseigner auprès de séries technologiques. J'enseigne davantage auprès de séries générales maintenant. Euh, donc, je suis certifié et j'ai aussi un doctorat de philosophie sur René Girard. Voilà, sur la question du mimétisme notamment. Le jeu dont je vais vous parler, le jeu Philo Défi, existe depuis 2019. Il a été commercialisé, les cartes ont été produites en 2019 et c'est dans le cadre d'une petite maison d'édition, donc c'est vraiment familial et artisanal, mais une maison d'édition donc créée par mon frère Armand Marciro. Voilà, ce qui fait que le jeu est disponible partout en librairie en France. Alors par rapport à la genèse du jeu Philo Défi, euh, comme je vous le disais, j'enseigne depuis plus de 25 ans et donc là, j'ai eu l'occasion de voir les populations d'élèves évoluer. Alors, par rapport à des questions diverses comme la concentration, la nécessité de travailler en groupe, ou du moins le bénéfice du travail en groupe, la notion d'interaction aussi, qui est de plus en plus nécessaire pour que nos élèves se stimulent, se concentrent. Il y a aussi des évolutions. Depuis 25 ans, on a eu des apports avec ce qu'on appelle les neurosciences, avec l'intelligence multiple, avec notamment Howard Gardner. Donc tout ça, ça fait que depuis voilà, longtemps, j'ai vu les élèves évoluer, j'ai fait aussi évoluer ma propre pratique. Et souvent, comme j'évoque, si je pratiquais assez régulièrement le cours magistral en début de carrière, aujourd'hui c'est quand même moins fréquent. Et j'utilise d'autres supports, comme notamment le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est aussi en observant mes élèves que j'ai perçu qu'ils avaient ce besoin, cette appétence pour l'image, puisque j'avais des élèves très doués en dessin qui faisaient des dessins en cours. Et Louise avait un jour dessiné le fameux cheval mécanique chez Descartes. Et donc, en voyant cela, je me suis dit, c'est extraordinaire, il faudrait qu'on puisse exprimer les grands concepts philosophiques sous forme visuelle, avec des cartes, des dessins. Et donc, voilà, progressivement, ça s'est mis en place. Il a fallu quelques années. Et puis un peu de persévérance, mais ça aboutit avec le jeu Philodefi dont il est question maintenant. Alors ce jeu, s'il a d'abord été créé dans le cadre de la pratique auprès des lycéens, des lycéennes, a été aussi élaboré par rapport à des besoins que j'avais identifiés dans le cadre de la formation SEV. La formation SEV, SEV, c'est-à-dire savoir-être et vivre ensemble, c'est animer des ateliers philo avec les enfants. Et l'association SEV a notamment été développée par Frédéric Lenoir. Donc depuis plusieurs années, alors je ne vais pas dire très précisément depuis quand SEV a été créé, mais ça fait moins de 10 ans en tout cas, et de plus en plus d'animateurs sont formés, et j'avais suivi cette formation en 2018 notamment, et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant, et j'ai intégré beaucoup d'éléments dans l'élaboration du jeu. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous montrerai certainement des cartes peut-être de Descartes, justement, de Rousseau, où il y a des références à des fables de La Fontaine, mais le choix du dessinateur, la présence l'allusion en Fable de La Fontaine sont en lien avec l'atelier philo pour enfants. Donc les cartes ont été élaborées pour les lycéens, les lycéennes, mais aussi en vue des ateliers philo pour les enfants, euh, confère les Fables de La Fontaine et confère aussi le style graphique du dessinateur Olivier Fanière avec lequel j'ai créé les cartes. Donc comment nous procéder pour ce webinaire? Eh bien, je vous propose donc on va rentrer dans l'univers du philosophe Bergson à partir de la carte qui a été élaborée avec le dessinateur. Je vais vous raconter l'histoire qui correspond à cette image. Donc, j'ai fait rappel notamment à votre mémoire auditive. Et puis, donc, j'aurai un petit pointeur. Donc, je vous montrerai sur la carte les points que je commande. Donc, je ferai aussi appel à votre mémoire visuelle. Alors, vous doutez que lorsqu'on utilise les cartes sur le mode de jeu physique, justement,
c'est encore plus intéressant pour les élèves, puisqu'ils vont brasser les cartes, ils vont, en même temps qu'ils posent les cartes, prendre la parole. Mais déjà, dans le cadre d'un webinaire, vous allez pouvoir avoir une conscience assez précise de ce que l'on peut faire avec ce jeu de cartes chez le défi. Donc cette dimension kinesthésique sera peu présente aujourd'hui, mais tout à fait exploitable en temps normal. Euh, alors lors d'une présentation avec les élèves, que ce soit un atelier philo au primaire ou en classe de terminale, je remets aux élèves les cartes en noir et blanc. Alors ça a un avantage, c'est que ça va fixer l'attention des enfants lorsque je leur montre un détail sur le format A3 qui est affiché sur le tableau ou qui est projeté. Eh bien, ils peuvent en même temps retrouver les mêmes détails sur leur carte noir et blanc. Ils vont pouvoir écrire, ils vont pouvoir compléter. Et donc, avec cette carte noir et blanc, ils vont s'approprier le contenu. Alors, je vous montre à quoi ça correspond. Donc voilà, donc pour Bergson, vous avez le recto de la carte personnalisable. Voilà, donc c'est en noir et blanc. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de couleur, bien sûr, mais les enfants peuvent les rajouter dans le cadre d'un atelier. Alors après, je vais vous commenter tout ce qui est visuel, enfin le petit tableau dans les coins, etc. Donc ça, c'est le recto. Et puis, vous avez la même chose avec le verso. Et c'est là où va avoir lieu notre exploration, notre discussion autour de Bergson. Vous voyez, donc là, les enfants vont mettre les couleurs qu'ils voudront. Alors, ils peuvent reprendre les couleurs du format original qui a été colorié par Olivier Fanière, mais ils peuvent aussi prendre toute couleur et ça n'a aucune importance. Et surtout, ils vont pouvoir aussi écrire sur l'image des mots-clés, des idées qui leur viennent, ce que vous leur expliquez, pour qu'ils puissent avoir une trace de la séance. Ça, c'est un élément important parce que ça permettra aux enfants, lorsqu'ils ils reviendront chez eux avec le support qu'ils ont colorié, et ils vont pouvoir vous dire à leurs parents, ben voilà, aujourd'hui on a un atelier par exemple avec Lionel, avec Adrien, etc., avec Damien, avec Laetitia ou Léonore, et puis on a discuté de telle ou telle chose. Il va pouvoir dire de quoi il était question, il va pouvoir vous parler à ses parents du philosophe qui a été discuté en classe avec ses camarades et l'animateur ou l'animatrice. Donc c'est vraiment important qu'il y ait ce support. Et comme le jeu va avoir grandi avec les enfants, eh bien ils vont aussi garder leur support de l'un sur l'autre, eh bien voir que leur compréhension évolue, qu'ils prennent des notes plus précises, et en même temps, ils pourront continuer de faire des allers-retours entre ce qu'ils ont compris sur Bergson, ce qu'ils ont compris sur Descartes, ce qu'ils ont compris sur Socrate, etc. Donc c'est vraiment utile d'avoir ces éléments-là pour les enfants, ce format A4, ils vont s'approprier. Alors, donc bien sûr, lorsque vous utilisez cet outil avec les enfants, pensez à leur demander d'avoir le nécessaire pour colorier, le nécessaire pour écrire. Et tout ça, il faut qu'il l'ait avant que l'on s'installe pour l'atelier philo. Voilà. Donc pour voyager dans l'univers de l'auteur, je m'appuie habituellement sur un format A3. Alors donc c'est cette image-là en format A3. Ça c'est le recto, ça vous avez compris, ça c'est le verso. Et ça me permettra de montrer sur un format A3, donc sur un poster, les détails que l'on va explorer avec les enfants. Vous pouvez aussi utiliser un vidéoprojecteur ou une caméra de document ou encore un visualiseur de documents, donc ça marche bien. Alors c'est vrai que pour l'instant, les supports numériques ne sont pas disponibles, on ne peut pas, pour des questions de droit d'auteur et de dessinateurs, les mettre à disposition comme ça du grand public. Mais si vous avez le jeu de cartes avec vous, vous pouvez agrandir et projeter les cartes dont vous disposez et ça fonctionne très bien. Donc là, vous venez de voir donc, le recto et le verso pour la carte de Bergson. Alors avant de commencer, je précise que le contenu que j'ai exposé est présent dans les 7 cartes notions. Alors pour chaque auteur, non, il y a 7 notions qui sont intégrées dans le dessin. C'est le principe du philo-défi. C'est comme une carte mentale. C'est que sur un dessin comme celui-ci, vous avez 7 notions qui sont intégrées. Je vais vous les faire découvrir au fur et à mesure. Un exemple de notion, chez Bergson, par exemple, vous avez une citation de Bergson. La conscience est un pont jeté entre le passé et l'avenir. Donc tout à l'heure, je vous en parlais. Je vais appuyer sur cette carte notion. Là, vous avez le recto. Et puis le verso. Je vais appuyer sur le verso pour vous parler, pour le commenter. Mais ce que je veux dire par là, en représentant une des 7 cartes notions,
c'est de vous dire que du moment où, en tant qu'animateur ou animatrice, vous avez lu les cartes notions, vous vous les êtes appropriées, vous avez déjà les grandes lignes, l'essentiel de la pensée de Bergson. Je ne vais pas ajouter beaucoup d'autres éléments au cours de notre séance. C'est donc pour assurer aussi beaucoup de collègues, par exemple, professeurs des écoles ou animateurs SEV, qui se disent, mais je n'ai pas une formation académique de professeur de philosophie, est-ce que je vais m'en sortir? Logiquement, oui, du moment où voilà, vous avez lu un petit peu les 7 cartes notions, du moment où vous avez réfléchi un peu sur le thème que vous avez envie d'aborder avec les enfants à la suite de l'exploration de Bergson, vous avez tous les éléments, enfin, vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir explorer donc l'univers de Bergson et pouvoir répondre aux questions. Souvenez-vous que les enfants ne vous demandent pas d'être des spécialistes à bac+5 de Bergson, ils vous demandent de leur faire comprendre, dans l'occurrence, la cohérence d'un univers, comment les notions se répondent. Donc voilà. Donc les 7 cartes notions sont disponibles dans le jeu, mais vous avez aussi la possibilité de les lire, de les consulter sur l'application. Donc je me permets de vous présenter l'application rapidement. Elle est accessible avec tous les smartphones, que ce soit Android ou Apple. Il suffit de chercher Fil au défi. C'est gratuit, il n'y a pas de publicité et on ne récupère pas les données des utilisateurs. Donc on a fait en sorte que ce soit vraiment très propre. On ne peut pas faire mieux. Pas de publicité, gratuit et on ne récupère pas les données des utilisateurs. Ce qui fait que voilà, les élèves, tout le monde peut utiliser cette application sans problème. Alors, si je vous montre rapidement par rapport à cette application, alors vous allez avoir ici, vous voyez, les cartes notions. Donc il y a les 84 cartes notions qui sont présentes. Donc 12 philosophes fois 7, ça va faire 84 normalement, si je ne me trompe pas. Vous allez retrouver les visuels des auteurs, donc les cartes mentales. Et puis après, vous avez un mode jeu. Voilà. Donc dans la bibliothèque, vous avez les cartes mentales et les cartes notions. Et ensuite, vous pouvez jouer. C'est-à-dire que vous choisissez par exemple 2 auteurs, 4 auteurs, 6 ou 8 auteurs. Les cartes notions vont apparaître au centre et le jeu consiste à les attribuer à tel ou tel auteur. Et vous allez voir, on attribue des indices pour savoir si on s'est trompé ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque les élèves jouent à ce jeu-là, ils se prennent vraiment au jeu et il y a vraiment un effet d'entraînement. J'ai pu observer chez des élèves qui pouvaient en discuter ou assez moyens sur des cours classiques, et bien que lorsqu'ils utilisaient cette application, il y avait vraiment une réelle motivation et il y a beaucoup de notions qu'ils retenaient beaucoup plus facilement. Donc voilà pour le contenu. Les 7 cartes notions, vous pouvez retrouver en allant sur l'application si vous n'aviez pas, par exemple, les cartes sous la main le jour de l'atelier. Voilà. Donc pour explorer l'univers de Bergson, nous allons nous appuyer sur les cartes questions-réponses. Alors, je vais vous les montrer. Les cartes questions-réponses. Ça, c'est le premier jeu du jeu Fio-Défi, qui correspond au jeu Fil-Observation. Donc, on a la carte mentale sous les yeux. On a des questions et des réponses qui nous permettent d'explorer l'univers du philosophe. Donc, je vais prendre avec vous les questions. Il y a, bien sûr, dans le jeu des éléments de réponse. Alors, ces éléments de réponse, je les ai étoffés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les cartes notions. Voilà. Donc, je vous ai montré les principaux éléments. Je reviens maintenant à Bergson et ce recto. Donc, on va commencer l'exploration de l'univers d'Henri Bergson et ce recto. Alors, vous remarquez que l'on a un tour de cartes qui va nous donner des éléments pour la situation chronologique de l'auteur. Donc là, on a des poutrelles qui sont métalliques. Ça peut faire référence d'ailleurs à l'ère post-industrielle avec, par exemple, la construction de grands monuments comme la Tour Eiffel. Et on a un philosophe qui est pas très éloigné par exemple, du visuel de Freud. Vous voyez, c'est le même poutrelle métallique, sauf que Freud, elles sont rouge vif, parce que Nietzsche, Marx et Freud sont des philosophes du soupçon. Donc on a choisi avec Olivier Fanière de prendre un rouge vif pour signifier que ces philosophes remettent en question des éléments classiques, comme la position comme la place de la conscience, la question de la religion, donc rouge vif. Bergson, lui, il a le même contour, mais en orangé, puisqu'on va voir ensemble qu'il donne une place
spécifique à la conscience, qui est maîtresse d'elle-même, il donne une place à la religion, donc il est beaucoup moins agressif. Donc le rouge pour Nietzsche, Marx et Freud, et l'orangé pour Bergson. Mais vous voyez les mêmes poutrelles métalliques de Tour Eiffel pour signifier qu'on est au 19e, 20e siècle, donc l'époque moderne. Vous avez dans les coins un petit symbole que vous trouvez pour chacune des cartes. Et là, pour Bergson, le symbole, c'est à la fois un œil et à la fois une sorte de chronomètre. L'importance de la conscience chez Bergson, le lien entre la conscience et le temps. Voilà, donc l'œil et un œil qui en même temps est comme marqué par, voilà, vous voyez, des graduations qui évoquent un chronomètre. Bien sûr, alors pour chacune des cartes, on a les dates de naissance et de mort pour les philosophes. Alors, comme j'avais déjà suggéré dans le passé, vous avez pour chaque auteur un cadre spécifique, ou du moins pour chaque époque. Pour l'Antiquité, vous avez donc les colonnes antiques, d'accord, le bleu, notamment pour la Méditerranée, avec les coquillages. Bon. Donc ça, c'est colonne antique, l'Antiquité. Période classique, notamment au Xe siècle, vous avez un cadre qui pourrait être en bois, avec un travail du cadre assez, oui, assez classique. Ça, c'est pour René Descartes et pour Pascal. Et puis, pour les philosophes des Lumières, on avait évoqué Rousseau il y a 2 semaines. Vous avez le vert pour l'espérance, pour cette foi en l'homme, cette foi dans l'État, dans la politique, qui veut permettre un meilleur vivre ensemble, une vie démocratique meilleure. Voilà. Donc, chaque époque, vous voyez, a un cadre et une couleur spécifique. Donc, vous avez bien compris, pour Bergson, l'orange, pour l'atténuation par rapport au pilote de soupçon, la poutre métallique référence à cette période industrielle, et puis nos symboles dans les coins. Maintenant, lorsqu'on va sur la carte principale, sur la carte mentale, nous avons donc une histoire à raconter avec donc les questions-réponses sur lesquelles je vais m'appuyer. Alors souvent, la première question qui est posée, c'est où est Bergson dans la carte et que fait-il? Du moins, où est l'auteur et que fait-il? Là, vous voyez Bergson est au centre de la carte. Et que fait-il? Eh bien, il fait du vélo. Alors, on va voir en quelques instants en quoi consiste ce vélo. C'est donc la deuxième question. Quelle est la particularité de son vélo? Bien, ce vélo s'appelle un cyclopède, d'accord? Et la roue avant est plus grande que la roue arrière. Et quels sont les deux éléments représentés dans la roue avant? Bien, c'est là où on voit un œil qui symbolise la conscience, et on voit un cadran, vous voyez, avec les graduations 1, 2, 3, 4, etc., comme un chronomètre, qui symbolise le temps. Et c'est là où il y a une citation de Bergson, qui figure parmi les cartes notions. La conscience est un pont jeté entre le passé et l'avenir. Bergson insiste vraiment sur cette particularité de la conscience, un pont jeté entre le passé et l'avenir. Et vous voyez d'ailleurs que cet œil, cette conscience, prend appui sur le passé qui est ici, vous voyez, il y a comme un pont qui serait brisé, mais la conscience fait la jonction. Donc le passé, la conscience est un pont entre le passé et est un pont avec l'avenir. Vous voyez la poutrelle métallique qui symbolise peut-être une architecture plus moderne, et puis là, l'architecture avec des briques. Elle fait une jonction donc entre le passé et l'avenir. Retenir ce qui n'est plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà ce qu'est la conscience, nous dit Bergson. Donc, premier lien, vous voyez, entre la conscience et le temps chez Bergson. Alors, que représente, cette troisième question du jeu fil-observation, que représente le vieil homme avec une barbe? Vous voyez ici ce vieil homme avec une barbe, ici et là. Combien de fois apparaît-il? Alors, il apparaît 2 fois, et ce vieil homme avec une barbe représente Dieu. Alors, vous marquerez dans les cartes de Descartes, justement, dans la carte avec Pascal, mais on n'a pas étudié ensemble pour l'instant, mais on va voir à plusieurs reprises donc l'apparition d'un Dieu, du christianisme, et on a pris la même représentation pour que les enfants puissent reconnaître le personnage, entre guillemets. Donc là, ce Dieu-là, c'est ce visage de Dieu, entre guillemets, Guillaume Barbu, on le retrouve aussi chez Descartes. Donc ce Dieu apparaît 2 fois. Mais quelles sont les deux attitudes qu'il adopte? Là, c'est intéressant parce que on va voir avec Bergson qu'il y a une place donnée à la religion, mais il envisage la religion sous deux aspects. Donc ça peut être ici un Dieu, vous voyez, qui garde, qui protège, qui assure peut-être la sécurité des humains. Et ici, en haut,
vous avez un Dieu qui libère, qui ouvre à une certaine liberté, ou du moins c'est ainsi que l'envisage Bergson. Donc deux conceptions de Dieu qu'on va explorer davantage tout à l'heure. Que regarde le couple? Voilà, on va revenir sur cette approche ici. Donc, que regarde le couple? Eh bien, le couple, vous voyez, il regarde à la fois une tête de mort, donc cette angoisse vis-à-vis de la mort, et l'émotion qui est exprimée par leur visage, c'est la peur, c'est l'angoisse. Puisque Bergson remarque bien que la conscience de la mort, nous avons conscience de la mort parce que nous avons une intelligence, nous allons faire des liens entre ce que nous voyons autour de nous, des gens qui naissent, qui vivent et qui meurent, et on postule que ça va nous arriver aussi. Donc, nous allons éprouver une forme d'angoisse vis-à-vis de la mort. Alors, de quoi ces personnages vont-ils avoir besoin? Bien, ils vont avoir besoin d'être rassurés et d'être protégés. Et c'est en ce sens que vous avez un Dieu qui va protéger les hommes contre l'angoisse de la mort. Il va assurer la stabilité du groupe aussi, mais surtout combattre l'angoisse de la mort. Comment ce Dieu ici va-t-il assurer la conservation du groupe, l'ordre? Eh bien, vous avez ici un indice avec l'étape de la loi, avec le décalogue. Le décalogue, donc, ce sont les 10 commandements. Ce qui est gravé dans la pierre, donc, ce sont les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Et à quoi cela sert-il? À assurer une sorte de assurer la conservation sociale, la conservation du groupe dans le temps. Et Bergson évoque à propos de cette forme de religion une morale close, une morale fermée, alors qui sert à protéger le groupe, mais qui en même temps euh, replie le groupe sur lui-même, parce qu'on peut dire que c'est presque nous contre les autres. Euh, donc le groupe vise à assurer son autoconservation, d'abord et principalement, donc une morale close. Et il parle aussi de religion statique. Statique au sens où elle assure une sorte de colonne vertébrale, mais elle est assez rigide, puisqu'elle est à la principale fonction de combattre l'angoisse de la mort, d'assurer l'ordre, et ça s'arrête là. Euh, c'est une religion qui peut amener à exclure d'autres religions, qui peut amener à exclure les gens qui ne sont pas de la même religion, euh, donc qui peut avoir cet effet de générer de la violence, éventuellement. Donc ça, c'est une certaine vision de la religion qui va qualifier de religion statique. Je poursuis donc avec les questions. En face de ce couple, qu'on a vu ici qui correspond à la religion statique, en face de ce couple, on a ici un personnage dans une situation assez bizarre. Euh, que représente, pardon, dans la double boucle, à qui fait face le personnage? Et remarquez que le personnage fait face à lui-même. On a voulu illustrer avec le dessinateur donc une même personne, ici de face et là de dos. Et qu'est-il empêché de faire à cause de ce mur de briques? Eh bien, il ne parvient pas à entrer en relation avec lui-même, avec son intériorité. Euh, et c'est en ce sens que Bergson va notamment nous faire comprendre que les mots ne sont pas à la hauteur pour que nous entrions vraiment en résonance avec nous-mêmes. Nous sommes comme extérieurs à nous-mêmes, car le langage dresse des murs entre nous et les autres. Donc on peut aussi interpréter maintenant que c'est euh, individu A et l'autre individu B, mais on peut aussi voir que le langage établit des murs entre nous et les autres, mais aussi euh, entre notre pensée et nous-mêmes, entre nos sensations et nous-mêmes. C'est-à-dire que dans l'idée de Bergson, nous échouons, alors je cite Bergson dans cette notion, nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent. La pensée demeure incommensurable avec le langage. Si d'autres auteurs estiment que le langage est à la hauteur, justement, pour traduire ce que nous pensons, ce n'est pas le cas de Bergson. Bergson remarque que les mots sont imparfaits et que les mots vont même détruire et écraser les subtilités, les nuances de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations. Il prend un exemple qui est celui du caviar. Un mets réputé exquis comme le caviar, eh bien, s'impose à nous. Le mot impose à nous déjà comme des réactions, comme des comportements. Si on nous propose un toast et on nous dit en même temps que c'est du caviar, nous sommes presque déterminés à dire que c'est bon et prêts à en reprendre parce que le caviar, c'est mis avec des exquis, ça coûte cher, c'est la grande occasion, etc., etc. Mais ce faisant, nous ne prêtons pas attention à ce que nous ressentons vraiment. Est-ce que nous aimons vraiment ce toast qu'on nous a donné?
est-ce que nous apprécions vraiment cette coupe de champagne qu'on nous a donnée? Est-ce que ça nous plaît vraiment? Ça, c'est une autre question. Mais dans l'idée de Bergson, c'est la question fondamentale. Donc le problème, vous voyez, c'est que les mots s'imposent entre le réel et nous-mêmes, entre nos sensations et nous-mêmes, et ils nous cachent ce que nous éprouvons vraiment, ce que nous ressentons, ce que nous pensons. Donc il y a un problème avec les mots M-O-T-S, d'où vous voyez cet individu qui est comme extérieur à lui-même. Les mots sont trompeurs et destructeurs, déclare Bergson dans d'autres ouvrages. Poursuivons l'exploration. Donc, qu'y a-t-il dans la bouche de l'homme? Bien, on vient de le voir, il y a une brique. Et qu'est-ce que cela illustre du langage et la communication? Eh bien, justement, cette impossibilité à communiquer vraiment ce que nous ressentons, puisque le langage n'est pas à la hauteur pour exprimer donc ce que nous pensons, ce que nous éprouvons. Il y a un caractère donc impersonnel du langage. C'est comme des briques, ce sont les mêmes pour tout le monde. Quand on utilise le mot aimer, c'est le même, on utilise un même mot qui semble avoir la même valeur pour chacun, mais et pourtant, dans le langage courant, entre aimer une glace, aimer son amoureuse ou son amoureux, aimer son petit frère ou sa petite sœur, aimer la viande de ceci ou de cela, eh bien, ça n'a pas le même sens du tout. Et c'est pourtant le verbe aimer. Et donc, et quand bien même deux personnes seraient dans le même champ lexical, on dirait qu'elles aiment tel plat, par exemple. Est-ce qu'elles l'aiment avec la même intensité? Est-ce que le verbe aimer résume la subtilité, la profondeur, le foisonnement de nos sensations? La réponse de Bergson est que non, et que le langage donc est toujours en deçà de ce que nous éprouvons ou de ce que nous ressentons. C'est ce qui vous permet de comprendre pourquoi il y aura une telle place donnée à l'artiste et aux mystiques qui, eux, auront un rapport plus direct avec cette profondeur de ce qu'ils éprouvent, avec cette profondeur de l'existence et de la vie. Les mots nous cachent, nous bloquent un accès à la profondeur. Ils nous bloquent d'ailleurs un accès à cette énergie, à ce flux de l'existence qui traverse la vie, qui traverse nos existences, à ce feu d'artifice auquel nous devons normalement avoir accès. Le langage nous bloque cet accès. En revanche, la dimension artistique ou mystique nous permet d'avoir un accès à ce flux existentiel, à ce feu d'artifice existentiel. Alors, que vient de faire le personnage, je reprends les questions, que vient de faire le personnage qui se tient derrière Bergson? Donc derrière Bergson, vous avez ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Eh bien, il vient de construire un vélo, qui est un outil pour se déplacer. Il y a un rapport avec la technique. Quel rapport avec la technique? Eh bien, cet homme, Bergson le qualifie d'homo faber. Faber, F-A-B-E-R, l'homme qui fabrique, l'homme qui développe des techniques, l'homme qui construit des outils pour fabriquer des outils. Par exemple, je construis une clé à molette, je fabrique une clé à molette, un marteau, etc., pour fabriquer un vélo, qui est lui-même un outil. Bon. Donc l'homme fabrique des outils en vue de fabriquer des machines ou encore d'autres outils, ce qui est vraiment le propre de la technique. On ne trouve pas chez les animaux cette projection, cette capacité de construire des outils en vue de construire d'autres outils. Que fait l'homme devant Bergson? On est toujours ici dans cette réflexion sur la technique. L'homme devant Bergson, vous voyez, il fait de la moto. Bon. Et quelle est l'émotion qu'il semble exprimer? Et vous voyez, il se tient la tête. Il semble exprimer une inquiétude. Il semble exprimer une forme d'angoisse. Parce que on a voulu montrer ici qu'il perdait le contrôle de son véhicule, il perd le contrôle de sa moto, donc il est en train de connaître les affres d'une technique qui lui échappe. Euh, Parce que qu'arrive-t-il au pilote? Bien, donc il lui arrive qu'il est en train de perdre le contrôle de son véhicule, et le rapport à la technique qui est exprimé, ce qu'on vient de dire, c'est une, euh, une dépossession. Et au contraire, c'est plus la technique qui maintenant prend le dessus sur l'homme, ou du moins qui lui impose son rythme. Et Bergson, justement, euh, éprouve des inquiétudes par rapport à une technique qui se développe et que l'homme maîtrise de moins en moins bien. Il déclare ainsi, je cite, donc c'est une des notions, hein, une des sept notions, dans ce corps démesurément grossi, donc le corps technique par rapport à par exemple, la moto qu'on va avoir pour se déplacer encore plus vite. Donc c'est comme une prothèse, une extension de notre corps. Donc dans ce corps démesurément grossi,
L'âme reste ce qu'elle était, trop petite pour le remplir, trop faible pour le diriger. Donc ici, lorsqu'il nous parle de l'âme, on peut le voir comme la conscience, cette conscience qui maîtrise bien les choses. Lorsqu'on fait du vélo, on arrive à peu près à gérer la vitesse, les obstacles, etc. Et puis plus la machine se développe, plus elle grossit, plus la prothèse devient importante, entre guillemets, eh bien, plus notre conscience va atteindre ses limites et elle va être insuffisante pour bien gérer tous les paramètres avec la vitesse augmentant. Voilà le problème qui se pose. Mais pour Bergson, c'est plus qu'un problème simplement de gestion de la technique, c'est aussi une question morale. Des problèmes vont être entraînés par ce développement de la technique, problèmes moraux, auxquels la conscience n'est pas préparée, parce qu'en même temps, bah, nous restons toujours les mêmes êtres doués de logos depuis Aristote, mais peut-être que nous manquons de ce supplément d'âme, donc là je cite Bergson, il nous faudrait un supplément d'âme pour parfaitement conduire cette technique que nous développons et qui en même temps prend de plus en plus de place et donne une extension à nos capacités, extension telle que nous n'avons pas toujours à maîtriser et à bien conduire ce que nous avons développé. En haut de la carte, où se trouvent les tables de la loi? Donc vous voyez, on part en partie du bas de la carte et on va vers le haut. Où se trouvent les tables de la loi? Eh bien, elles se trouvent derrière Dieu. C'est que l'essentiel ne sont plus les commandements. Alors tout à l'heure, ils étaient devant les hommes et les femmes dans le cadre d'une religion statique. Ici, on va être dans le cadre de ce que Bergson appelle une religion dynamique. Et ce qui est important, c'est ce rapport à la vie, à l'amour, parce que vous voyez le centre de cœur qui gravite autour de ce personnage qui symbolise un rapport mystique à l'existence. Euh, dans ce rapport à l'existence, qui est en lien avec Dieu, même si Dieu ouvre les bras et d'une certaine manière donne à l'homme une certaine autonomie, une certaine capacité d'avancer par lui-même, eh bien, il n'y a que deux commandements. Dans l'année de Bergson, effectivement, la région dynamique se caractérise par le fait d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Ben, c'est par exemple, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer Dieu, aimer son prochain, ce qui est d'ailleurs très évangélique, et ça, Bergson ne s'en cache pas. Il voit par exemple, dans le judéo-christianisme une sorte d'illustration de ce qu'il évoque à propos de la religion. La religion statique correspond davantage à l'Ancien Testament, par exemple au judaïsme, si on prend une lecture bergsonienne, alors que le Nouveau Testament, en lien avec le christianisme, correspondrait davantage à cette religion dynamique que Bergson appelle de ses voeux. Ce n'est pas pour autant que le christianisme a toujours été une religion dynamique. On connaît Bergson, elle a eu aussi des périodes obscures, avec l'acquisition, avec des formes de violence, avec les cas de religion, etc. Mais elle contient en germe cette ouverture, ce dépassement, en lien notamment avec son fondateur, ou le point de départ du christianisme, qui est Jésus-Christ, et qui proclame donc qu'il n'y a que deux commandements essentiels, aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Donc vous voyez cette posture de la religion qui est assez originale, euh, et en même temps, voilà, qui, qui instaure un autre rapport avec les fidèles, avec les croyants. Quelle est l'ambiance de la partie supérieure de la carte? Vous voyez, justement, c'est beaucoup plus festif. Si on regarde la partie inférieure, on avait ici un mur du brique, le passé avec une région statique. Là, on avait le problème avec le langage qui nous isole les uns des autres. Là, on a cette montée de la vie, une sorte de pulsion qui traverse l'existence et qui, ici, se développe en feu d'artifice. Donc, pour illustrer l'idée que l'existence est traversée par quelque chose de très puissant, que vont saisir le mystique, donc l'amour qui traverse l'existence, donc un lien avec une dimension transcendante certainement, et puis l'artiste qui voit la réalité nue et sans voile. C'est une citation là aussi de Bergson. Donc l'artiste regarde la réalité nue et sans voile, il saisit au-delà de l'apparence le réel, il voit les choses telles qu'elles sont, ce que l'artiste arrive à aller au-delà des mots. Il n'est pas formaté, il n'est pas déformé par le langage, puisqu'il va lui-même parfois modifier le langage ou en créer de nouveaux. En tout cas, il a cette liberté et ce regard spécifique. Donc c'est une ambiance de joie, c'est un feu d'artifice, un jaillissement de vie, les hommes l'expriment par l'amour, ça peut être le mystique, on vient de le voir.
ou encore la création, la carte. Un petit détail que j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure, c'est ce bilan d'essence qui se trouve ici sur cette trajectoire du développement technique. Parce qu'en effet, Bergson remarque que si l'humanité a pu développer autant d'outils, d'engins, c'est grâce aux énergies qui se sont accumulées au cours des siècles. Et c'est en ce sens que nous avons bénéficié d'une chance extraordinaire, à savoir ces sources d'énergie. Il s'agit notamment des hydrocarbures, qui se sont accumulés pendant des millions d'années et dont nous avons bénéficié pour assurer notre essor technique notamment. Voilà. Donc là, nous venons de faire l'exploration de la carte de Bergson. Donc, s'il y a des détails sur lesquels vous voulez que je revienne tout à l'heure, je pourrais le faire volontiers. Je regarde quelques éléments que je pourrais compléter avec vous. Alors, vous avez compris, donc, pour cette exploration, je me suis appuyé donc sur les cartes questions et les cartes réponses du jeu fil observation. Et une fois que vous avez fini cette exploration de la carte de Bergson, vous allez pouvoir notamment animer un atelier philo. Alors, l'atelier philo, euh, vous allez pouvoir l'animer, par exemple, avec les cartes que je vais vous montrer dans un instant. Mais bien sûr, chaque animateur, animatrice garde une liberté totale lorsqu'il s'agit d'animer l'atelier avec les enfants. Là, je vous propose un outil parmi d'autres, des cartes de questions-réponses pour les ateliers philo, mais vous pouvez aussi, durant la discussion, durant l'exploration de Bergson, saisir les questions des enfants et peut-être aller dans telle ou telle direction. Peut-être que lorsque vous avez parlé de la religion ou alors du langage, les enfants ont réagi, ont posé des questions et que le débat a eu lieu, va avoir lieu à ce moment-là et il faut en profiter. C'est un peu ce que les Grecs appelaient le kairos, le moment opportun. Ben, lorsque le moment se présente, eh bien, il faut le saisir. Il n'y a pas un programme précis et exhaustif à suivre dans une exploration. Ce qui compte, c'est que ça intéresse notamment les enfants dans le cadre des philo, et puis qu'il y ait une discussion qui puisse s'engager. Alors, si par exemple vous avez suivi un peu moi, ce que je propose de façon plus classique, donc on explore la carte et puis après, on voit éventuellement les questions qui peuvent se poser. Alors, pour les questions qui peuvent se poser, vous avez donc pour chaque auteur donc des cartes atelier philo qui sont proposées. Donc là, c'est la carte Bergson. J'extrais trois grands axes. La question de la technique et des risques. En général, les enfants aiment beaucoup parler de cela. La question du langage. La question de l'art et la vérité. Alors, l'art et la vérité, c'est plus compliqué pour les cycles 2. Pour le cycle 3, peut-être. En tout cas, pour le collège, pas de en général, c'est accessible sans trop de problème. Bon, c'est plus la technique en général qui plaît bien aux élèves en cycle 2 et 3. Je regarde avec vous les questions qui sont posées pour que vous puissiez voir qu'elles ont, on les a formulées de façon assez variée, sous des angles à chaque fois aussi différents, pour que vous puissiez choisir les questions qui vous plaisent le plus, les modifier aussi. Alors, par exemple, selon Bergson, l'artiste voit au-delà des apparences, il voit la réalité telle qu'elle est. Question que vous posez aux enfants. À ton avis, à quoi sert une œuvre d'art? Est-ce qu'une œuvre d'art montre la vérité? Penses-tu que les artistes sont différents des autres êtres humains? Deuxième axe de questionnement autour du langage. D'après Bergson, les mots sont imparfaits et ne permettent pas de dire ce que nous pensons ou ressentons. Question. Est-ce que tu trouves toujours les mots pour dire ce que tu penses ou ressens? Y a-t-il d'autres moyens que les mots pour s'exprimer? Est-ce que cela fonctionne mieux? Est-il possible d'améliorer le langage et la communication? Ah oui, c'est des questions de type, pratiquement de type bac, hein. Donc là, on pourrait les explorer aussi bien avec des adultes qu'avec des enfants. Dernier axe, Bergson est inquiet que la technique risque de trop se développer et d'échapper au contrôle des hommes. Question qu'on peut se poser, l'être humain est-il le seul être vivant à développer les techniques? Pourquoi en est-il capable? Quel danger peut-il y avoir avec les machines, les robots? Que doit faire l'homme pour garder la maîtrise sur ce qu'il a créé avec la technique? Donc voilà quelques questions que vous pouvez explorer à la suite de cette discussion avec Bergson. Alors, quelques précisions pour la suite. Donc aujourd'hui, nous avons terminé notre cycle de présentation. Donc on a vu il y a Socrate, Descartes, Rousseau, Freud et Bergson, donc, dont les conférences sont accessibles sur Canopé. Alors pour y accéder via Canopé, vous avez ce lien donc, que Frédéric a mis en place. Donc https, vous voyez,
bit.ly, bit.ly, fil au défi. Et vous avez donc l'enregistrement des cartes Freud, donc c'est un seul enregistrement, donc c'est un peu plus long, c'est plutôt 2 heures, mais vous pouvez naviguer de toute façon et aller directement à des cartes Freud. Vous trouverez aussi l'enregistrement sur Socrate. Vous trouvez l'enregistrement sur Rousseau, qui a été fait il y a 2 semaines. Et puis, bien, dans peu de temps, vous aurez l'enregistrement sur Bergson. Donc, ce qui permet de réécouter, de reprendre un certain nombre d'éléments que j'aurais donnés euh, par le fait donc de revenir sur ces émissions enregistrées. Euh, Vous pouvez aussi, sur le site Feu Défi, récupérer un certain nombre de documents intéressants. Alors, là, c'est le site Feu Défi. Vous pouvez y accéder en tapant www.fieudéfi.fr et là, vous avez l'espace pédagogique notamment. Et quand vous cliquez sur l'espace pédagogique, vous allez avoir, il y a plusieurs entrées. Il y a fait le défi au lycée, au collège, philosopher avec les enfants. Donc là, vous avez des séances que je présente pour notamment une, dont j'ai développé un certain nombre de points pour montrer comment j'anime une séance avec les enfants. Et puis dans cours et méthodo, bac philo, outils pédagogiques, vous allez retrouver les conférences qui ont été enregistrées avec Canopé. Donc voilà les grandes lignes. Donc je sais que vous êtes plusieurs vous êtes connectés, vous avez peut-être parfois des petites difficultés aussi avec avec vos connexions. Mais si vous avez des questions, eh bien, je serais ravi d'y répondre. Il nous reste un petit quart d'heure, donc je suppose que Frédéric va pouvoir revenir nous retrouver et puis nous permettre de peut-être d'échanger, parce qu'il y a plusieurs animateurs SEV donc, que j'ai repérés parmi nos participants. Donc n'hésitez pas, notamment Lionel et Michel, s'il y a des questions que vous voulez poser ou des remarques que vous voulez faire tout simplement concernant votre pratique des ateliers avec les enfants, ce qui a fonctionné, ce que vous recommandez. Enfin, voilà, donc n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez aussi passer par le biais du chat si vous voulez. Alors, je crois que Michel avait des problèmes de connexion. Michel avait des problèmes de connexion. Mais je crois que c'est déjà le cas la semaine dernière. Donc, l'avantage de l'enregistrement, c'est qu'on peut retrouver le contenu, même si en direct, ça n'a pas bien fonctionné. Alors, je me permets d'intervenir. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta présentation. Vous avez tous la possibilité d'activer votre micro. Donc, c'est le troisième bouton qui se trouve tout au sommet de votre écran à gauche. Le micro à l'ancienne, hein, un vieux micro de radio. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, pas de souci, vous pouvez le faire et poser vos questions en direct à Stéphane. Si vous préférez écrire ou si vous n'avez pas accès au micro, si vous préférez écrire, il y a le chat, donc l'espace de conversation en dessous. Ouais, donc on a la vision de ce que vous pourrez écrire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou même, comme dit Stéphane, à faire un retour d'expérience, un commentaire, etc. Allô, Alors, pour allô? l'instant, il y a peut-être pas. Ah, oui? Allô? Oui, Michel, on vous entend. Oui. Moi, Oui, mais il vient d'être déconnecté. Donc on va attendre qu'il revienne un petit peu. Si quelqu'un d'autre a une autre question, n'hésitez pas, hein, en attendant que Michel revienne. Ah, il est revenu. Allô, allô? Oui, on t'entend, Michel. Oui, N'hésite pas. on t'entend bien. Essayez de me dépêcher avant que ça coupe. Oui, comment il peut articuler ces deux facettes de Dieu, un Dieu qui est à la fois statique et dynamique. Enfin, euh, on a l'impression qu'il y a deux entités différentes. Euh, Oui. Alors, effectivement, c'est une bonne remarque, Michel, parce que souvent, enfin, quand les philosophes abordent la question de Dieu, si on prend par exemple Descartes, il y a une certaine conception de Dieu. D'ailleurs, sur la carte du philosophe René Descartes, on a un visuel qui représente Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui soutient le monde, hein, comme pour éviter que le monde ne tombe, donc il est à cette position-là.
Donc il y a une vision assez unique et uniforme de Dieu. Et ce qui est intéressant chez Bergson, c'est qu'il nous dit qu'au cours de l'histoire, la conception de Dieu a évolué. Ou du moins, il y a une conception classique, la plus archaïque, la plus répandue, qui est cette religion statique, avec la morale close, qui nous rassure contre l'angoisse de la mort, avec la projection d'une vie dans l'au-delà. C'est que Bergson nous dit que tous, lorsque nous observons ce qui se passe autour de nous, nous sommes des êtres qui naissent, qui vivent, qui meurent, et nous l'appliquons à nous-mêmes, nous doutons que ça va nous arriver, et ça va générer de l'angoisse, une forme de dépression. Et la dépression, ça va contre le mouvement de la vie qui est d'aller de l'avant, justement. Les animaux ne se posent pas de questions et donc ils s'accrochent à la vie le plus longtemps possible jusqu'au bout. Mais nous, lorsque nous prenons conscience de la mort, eh bien, nous pouvons décrocher, peut-on dire, déprimer, alors que nous sommes en pleine santé, etc. Et donc, Bergson nous dit que de façon naturelle, il y a une religion naturelle, qui est cette religion statique, qui se développe parce que l'homme va générer, de par son intelligence notamment, l'image d'une vie après la mort, une sorte de projection d'une continuation de la vie après la mort. Imaginez une trajectoire, il y a une rupture avec la conscience de la mort, et puis pour retrouver la trajectoire, pour retrouver la dynamisme, eh bien il faut cette image d'une vie après la mort. Donc c'est ce qu'ont assuré toutes les grandes religions, archaïques au sens de religion ancienne, religion première, dira Bergson. Mais ces religions vont à un moment donné trouver leurs limites, notamment lorsque la science se développe et qu'elle nous rassure aussi, qu'elle promet une vie plus longue, de combattre les maladies, etc. Et donc l'idée, c'est que une autre forme de religion euh, va compléter, va aller plus loin que cette religion statique, donc la religion dynamique. C'est plus une religion qui sert juste à constituer le groupe avec des ordres, des préceptes, des indications morales. C'est une religion qui ouvre l'homme sur la vie, sur une profondeur de l'existence. Si vous voulez, c'est plutôt la religion des mystiques. Et Bergson nous dit que voilà, il n'y a pas eu par exemple le judaïsme qui est une sorte de socle avec l'Ancien Testament, et qu'à un moment donné, ce socle se poursuit, va plus loin, avec une figure christique, donc Jésus-Christ, qui va dire par exemple qu'il y a deux commandements essentiels, que tout le reste est secondaire en fait, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et d'ailleurs, vous remarquez que le mot amour devient central. Et puis la peur de la mort qui guide nos actions, c'est l'amour. Et ces deux conceptions de Dieu existent, nous dit Bergson, elles peuvent s'inscrire dans un prolongement, Ancien Testament, Nouveau Testament, judaïsme, christianisme. Certaines religions peuvent être toujours dans le même cadre, par exemple, demeurer toujours une religion statique. Euh, mais la religion dynamique, c'est quelque chose qui lui semble assez rare et un peu comme le point d'orgue de ce vers quoi une religion doit tendre. Bergson dit pas forcément qu'il n'y a que le christianisme qui peut arriver à cela, mais c'est selon lui, hein, selon sa lecture, la religion qui, la première, atteint ce dépassement avec on va dire, cette survalorisation de l'amour, même si c'est pas toujours réellement mise en place et vécue par tous les croyants, mais c'est celle qui semble promouvoir cette projection vers l'autre de façon presque euh, inaltérable. Enfin, c'est l'autre avec un grand A, qui soit de la même race, entre guillemets, de la même religion, du même horizon culturel, etc. C'est l'autre de façon absolue. Alors que la religion statique, elle cloisonne. Elle ferme les groupes les uns sur les autres. Donc voilà quelques éléments de réponse pour la question de Michel. J'espère que c'est assez clair. En tout cas, c'est vrai que Bergson a cette particularité de présenter deux visages de la religion dans une approche qui se veut assez chronologique. Mais c'est intéressant parce que ça donne des éléments d'analyse du religieux, notamment. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si les participants arrivent à- à écrire sur le chat. Je n'ai pas vu de questions nouvelles tout à l'heure. Il n'y a pas de questions pour l'instant notées sur le chat en tout cas. Oui. Alors, je sais pas, toi, Frédéric, est-ce qu'il y a des éléments que tu aurais voulu que je précise sur ce que tu avais, sur ce que j'ai développé tout à l'heure, ou est-ce que ça te semblait assez clair?
Oui, écoute, moi de mon côté, ça me paraît tout à fait clair et très intéressant d'ailleurs. Donc, non, non, je laisse la parole aux collègues s'ils veulent donner peut-être un peu, s'ils n'ont pas encore testé le jeu, peut-être faire un retour sur euh, la projection qu'ils envisagent, les suites qu'ils envisagent à donner à ce jeu, peut-être l'utiliser en classe avec éventuellement quel niveau d'élèves aussi, plutôt des collégiens, des lycéens, des cycles 3 éventuellement. Voilà, les collègues, n'hésitez pas hein, à prendre la parole. Vous avez encore 5 minutes pour profiter de l'expertise de Stéphane, donc n'hésitez pas. Alors, oui, par rapport à ce que vient de dire Frédéric, j'ai beaucoup parlé d'ateliers philo avec les enfants. Alors bien sûr, vous dites ça va de soi que j'utilise aussi le jeu avec les lycéens. Et Frédéric a évoqué à juste titre les collégiens, qui sont assez demandeurs aussi bah, de culture générale, de travailler autrement. Et puis ce qui les intéresse en général beaucoup, c'est de leur dire on va faire un peu de philo, parce qu'ils savent que parfois les grands frères, les grandes sœurs en font au lycée, et ils ont beaucoup d'appétit en général pour mettre un peu le doigt sur ces questions philosophiques. Donc ça, faut pas hésiter à explorer des univers philosophiques avec les collégiens. Et puis je dirais même qu'on peut aller plus loin, parce que j'ai aussi animé des ateliers avec l'Université Interage à Poitiers, donc avec des jeunes seniors, jeunes ou moins jeunes, ça dépend, mais qui étaient très contents de retrouver des bases en philosophie et d'articuler ce qu'ils avaient appris eh bien, lorsqu'ils étaient au lycée. Euh, un des intérêts du jeu, enfin je développe un petit peu, en attendant voilà, que des questions euh, arrivent par la suite, mais un des intérêts du jeu, c'est que vous avez par exemple animé des ateliers dans une même classe, plusieurs ateliers, donc vous allez explorer plusieurs philosophes, et vous allez voir que les enfants à un moment donné vont faire des liens entre les différents auteurs que vous avez étudiés. Par exemple, vous étudiez Bergson, il y a la figure de Dieu, enfin je reprends, cette question qu'évoquait tout à l'heure Michel. Vous avez évoqué Descartes une semaine ou 2 semaines avant, par exemple, où il y a la question de Dieu. Et justement, l'intérêt, c'est que les enfants disent, bah, tiens, c'est amusant, la question de Dieu n'est pas la même chez Descartes et chez Bergson. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Bon. Et donc là, vous avez là aussi un débat qui va s'instituer, parce qu'on voit que les philosophes discutent entre eux à travers le temps. Donc c'est intéressant de faire la même chose, nous, avec ces supports-là, et les enfants vont voir des détails qui font écho. Alors, la question de Dieu est une question assez récurrente, donc sur la plupart des cas, elle est présente. Mais par exemple, vous avez aussi la question de la technique, avec Rousseau qui présente la technique, alors avec une approche un peu euh, inquiète aussi, parce que la technique, le plan technique va corrompre l'homme, lui faire pas une part de sa liberté. Et donc, de se demander aussi, tiens, entre Rousseau et Bergson, est-ce qu'on a la même inquiétude vis-à-vis de la technique? Est-ce que tous les philosophes sont toujours inquiets, par exemple, vis-à-vis de la technique? Est-ce qu'il n'y a que des problèmes? Quels avantages peut-on voir à la technique? Donc, c'est en ce sens que l'on va mettre les cartes en discussion les unes avec les autres. Alors, donc Michel disait qu'il a fait une première intervention avec Socrate. Alors, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à voir Michel en direct, donc ce serait intéressant qu'on sache comment ça s'est passé, cette intervention, Michel. Donc, si jamais tu arrives à prendre le contact, n'hésite pas à parler. On a Amaury qui nous dit, en ce qui concerne les collégiens, n'est-ce pas trop ardu que de commencer tout de suite avec des concepts et des philosophes? Bien, en fait non, parce que si on prend la SEB, donc ça va être et vivre ensemble, les ateliers philo pour enfants, donc sous l'égide de Frédéric Lenoir, on le fait avec des jeunes. Moi, j'ai animé des ateliers avec des CE1, des CE2, CM1, CM2. Alors bien sûr, on ne va pas parler de concepts philosophiques comme on parlerait en classe de terminale. Si on parle par exemple de la religion, on parle de religion, vous avez vu, statique, dynamique, qui s'ouvre, qui se ferme, on a évoqué des mots simples comme l'action de l'amour, euh, de l'attention qu'on va porter à l'autre. On a parlé du langage, j'ai pris l'exemple simple avec le caviar, etc. Les mots qui nous empêchent d'être sensibles à nos propres sensations ou pensées. Donc, vous n'allez pas faire le même travail conceptuel avec des cycles 2, cycle 3 que les collégiens, des lycéens ou des adultes. Mais vous pouvez déjà explorer euh, une cohérence de pensée avec les plus jeunes, donc cycle 3, et à plus forte raison avec les collégiens. Le tout étant de vous mettre à la portée ou au niveau des jeunes que vous avez en face de vous.
Donc je suppose peut-être qu'Amaury, que vous êtes professeur au collège, étant donné votre question, ou est-ce que vous êtes plutôt professeur des écoles? Alors je ne sais pas si vous pouvez répondre sur le chat, il nous reste encore 2 ou 3 minutes. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment possible de le faire. Donc j'ai expérimenté et les enfants donc, au collège fonctionnent bien. Ça fonctionne aussi très bien avec les Alors Stéphane, je me permets de te couper 2 minutes parce que je dois vous laisser. Donc je vais couper j'ai un autre webinaire en fait dans 1 minute. Donc je dois quitter cette classe VIA. Je coupe l'enregistrement puisque j'ai besoin de mon ordinateur pour repasser sur une autre classe VIA. Donc je vous laisse discuter, n'hésitez pas, hein, vous avez toute l'attitude d'utiliser cet espace, mais simplement je dois vous laisser. Je vous souhaite à tous bon après-midi et merci beaucoup Stéphane pour la qualité de tes interventions. À bientôt. Merci, à bientôt Frédéric, au revoir.